aujourd'hui d'apprendre les uns des autres et nous nous engageons à nous occuper du territoire et des êtres avec lesquels nous partageons ce territoire. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Toronto est régi par le traité 13 signé avec les Mississauga de la rivière Crédit et le traité Williams signé avec de nombreuses tribus Chippewa. Et l'île à la Tortue est le lieu de vie et le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones et métisses. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le processus de responsabilisation et de mesure peut parfois sembler abstrait et déconnecté du travail réel que nous faisons. Pourtant, c'est un processus essentiel car il nous aide à mesurer, à rendre visible ce qui nous tient à cœur et les réalités qui autrement pourraient rester invisibles ou être réduites au silence. Alors, la science d'aujourd'hui est l'occasion de réfléchir à la manière dont l'évaluation peut aider à faire avancer le travail des organisations et des collectivités tout en contribuant à changer la dynamique du pouvoir. La séance d'aujourd'hui sera dirigée par Jonathan Gebre du Réseau pour l'avancement des communautés noires, le RACN. Et Jonathan est le directeur principal de l'évaluation, de l'apprentissage et de l'amélioration qualitative du RANC. C'est également un mentor dans l'initiative pour des collectivités en santé. En tant que mentor, il a travaillé avec certains bénéficiaires des projets de l'initiative pour des collectivités en santé, l'ISC, en offrant un soutien en tant que père pour certains des défis ou des questions qui se sont présentés. Alors, il est très bénéfique pour nous d'avoir avec nous Jonathan ainsi que Catherine Chamberlain de Catherine Chamberlain, oui, qui est de l'entreprise Erin Mills Connects. C'est un projet où on aide les jeunes à avoir accès à à des ressources après leurs études secondaires. Et ça s'appelle Beyond High School, un guide vers la réussite. Alors, Catherine va nous parler des développements dans ce programme et des résultats obtenus par les étudiants qui ont participé à ce projet. Avec Jonathan et Catherine, nous avons aussi Olivia Boyce du Conseil alimentaire de Brandon au Manitoba. C'est une organisation qui vise à créer un système alimentaire juste et équitable. Et ils ont créé le Everyone Eats Eco Shop. C'est une épicerie où on paie ce que l'on peut, et une épicerie qui conserve et redistribue des aliments qui autrement auraient été jetés. Alors, l'Eco Shop sera installé dans un centre local pour personnes âgées et sera adapté à une population vulnérable. Alors, nous avons hâte d'entendre parler de leurs expériences et vous trouverez plus d'informations sur ces deux projets que nous avons mentionnés dans le document partagé que nous avons publié dans le chat de Zoom. Alors, sur ce, c'est le moment de commencer. Alors, Jonathan, je vous passe la parole. Merci. Merci, Gabriela. Merci tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui de votre présence. Je suis très content d'être dans cet espace aujourd'hui pour parler de l'évaluation de l'apprentissage par rapport au travail que font les organisations. Alors, si vous pouviez afficher la présentation, elles vont orienter notre conversation aujourd'hui. Alors, j'aimerais faire une préface à ma présentation en vous parlant de mon expérience. Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé dans différents postes. J'ai été bénévole, j'ai été un employé de première ligne et j'ai fait de la gestion également. J'ai également travaillé avec des bailleurs de fonds.
du point de vue d'une organisation de financement et du point de vue d'un consultant, comme je l'étais. Alors, mon expérience des 20 dernières années m'a permis de comprendre que le concept de l'évaluation, la perception de l'évaluation, selon moi, doivent évoluer. Il faut renvoyer ça à une exigence de l'évaluation parce que nous, les chercheurs, nous sommes inquisiteurs naturellement et l'évaluation, on fait de l'évaluation. Qu'on le veuille ou non, on en fait. Donc, la question, c'est comment relier l'évaluation au travail qui est fait et lui redonner son sens. Quand on fait des évaluations, on trouve un sens à ce que l'on fait. Alors, prochaine page. Alors, je vous demande de prendre un moment et de 30 secondes peut-être et de réfléchir à ceci. Quand vous faites votre travail, quand on vous entend des mots évaluation, qu'est-ce que vous évaluez? Quel est le but de l'évaluation dans votre travail? Alors, je vous demande de réfléchir à votre travail. Terms of our relationship with funders and in terms of the work that we do in our organizations, evaluation sometimes En may général, more of a accountability driven, and we may not have. l'évaluation est axée sur la responsabilité et n'est pas axée sur l'apprentissage et le développement. Alors, plutôt que d'être axé sur le travail, de l'amélioration du travail, de l'histoire, de ce qui se déroule au travail. Alors, je vous demande de prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie l'évaluation, comment elle est utilisée, opérée dans le cadre de votre travail. I usually challenge, myself and all of us and the people that I work with, that if you think about evaluation and the Je purpose of dis souvent, et je me dis souvent que si on réfléchit à l'évaluation et à son but, facilitate improvement, generate elle se ventile en quatre domaines. work and why and for whom, and then ensure accountability in terms of Faciliter stakeholders. l'amélioration du programme, générer et approfondir l'apprentissage, I think I would assume that for all rendre of des you, comptes aux parties when we talk prenantes. about evaluation and we talk about accountability, it's usually heavily leaning towards funders, or if you're funded by a government or by a foundation. So, there's that focus. But I think even within the stakeholder accountability to stakeholders, I think the heaviness is more on the funder or on the government who's actually Même pour les funding the project or the work. bailleurs de fonds qui sont axés sur la responsabilisation, c'est très important de faire de l'évaluation. Et les intervenants principaux, les gens avec qui on travaille, que l'on sert dans la communauté, pour lesquels on fait les projets, nos projets, ces intervenants sont relégués un peu au second plan. We are primarily accountable for the people that we work with in communities and individuals and families. And also Et je in terms dirais of qu'au contraire, ce sont les gens qui bénéficient du projet en question qui devraient être au premier plan. Ce sont les premiers bénéficiaires du processus d'évaluation. Alors, je nous mets tous et toutes au défi, et c'est de penser au but de l'évaluation. Si vous pensez au but de l'évaluation, avez-vous une raison de croire que cette évaluation est à l'extérieur de la portée de votre projet? Je vous demande je vous demande de réfléchir à ceci pendant 20 secondes et vous mettrez vos réponses. Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, mais je vous demande de penser à ceci. Au cours des dernières années où je me suis demandé, j'ai demandé à d'autres de réfléchir à ce que l'on fait, tout ce que l'on fait pour l'évaluation de l'accès sur les quatre domaines que je viens d'énoncer. evaluation essentially. So that's Alors, essentiellement, c'est le but voici le but de l'évaluation, c'est de tirer un sens de ce que l'on fait. Pourquoi est-ce que l'on fait ce que l'on fait? Alors, comme je l'ai dit, puisque au cours des années, l'évaluation a été davantage concentrée sur la responsabilité que sur les quatre domaines que j'ai mentionnés. Oui, la responsabilité est un des éléments essentiels, la responsabilité envers les intervenants, mais aussi l'évaluation est importante pour l'apprentissage.
pour tirer des leçons, dégager des meilleures pratiques à appliquer. Euh, Et le travail que l'on fait sur le terrain, euh, en recueillant des données, ne vise pas nécessairement à, ne devrait pas viser à atteindre des objectifs déterminés par les bailleurs de fonds. Ça peut être facile de faire les choses ainsi, mais on doit s'écarter de cette perspective collectivement. Si on regarde les 30 ou 40 dernières années, bon nombre des mesures et des mesures de production de rapports qu'on nous a demandé de soumettre étaient axées sur les résultats. Combien de personnes on avait servi, combien de personnes avaient participé à notre projet. Et maintenant, il, il faut se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui découle des résultats qu'on obtient avec nos projets. Donc, dans 5 à 7 ans, peut-être que les gouvernements et les bailleurs de fonds commenceront à réfléchir à l'idée et ensuite, c'est-à-dire on a des résultats, mais ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe après? On a des résultats, oui, on a servi tant de personnes dans notre programme, mais qu'est-ce que ça fait? Et ça nous permettra d'apporter les changements que la société veut et de faire un suivi sur ces changements. Et je crois que notre secteur tire de l'arrière. Tous les gouvernements et tous les bailleurs de fonds sont responsables, ainsi que la communauté en général sont responsables de cet état de choses. Et tout le monde doit contribuer à bâtir la capacité pour recueillir des données euh, informatives reliées au travail sur le terrain et reliées tout ensemble. Prochaine page. Kind of connected to the purpose of evaluation. But I think the reason Alors, why ceci est relié au but de l'évaluation. Mais la raison pour laquelle nous faisons l'évaluation et la raison pour laquelle elle est importante, c'est que l'évaluation doit nous aider. Les gens qui travaillent sur le terrain, les communautés et les familles avec lesquelles nous travaillons sont les personnes qui soutiennent notre travail. Alors, c'est important pour nous, c'est important que l'on pense au fait que l'évaluation peut vous aider dans vos tâches de responsabilisation, mais aussi d'apprentissage. Et on peut travailler collectivement dans un système en collaboration, euh, ce qui nous permettra d'apprendre des projets que l'on mène, du travail que l'on fait et de voir ce qui change et ce qui évolue. Et il faut faire cette transition et se concentrer moins sur la responsabilisation et davantage sur l'apprentissage, sans perdre de vue la responsabilisation, mais que l'apprentissage, c'est une sorte de responsabilisation. Et si on fait cette transition, nous aurons des données significatives qui nous indiqueront ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour qui et pourquoi, et ce qu'il faut changer. Et les choses deviendront relativement simples. Ça sera relativement simple de produire des rapports sur ce qu'on a appris. Donc, par défaut, on répondra à toutes les exigences de tous les gouvernements, tous les bailleurs de fonds. Alors, ce que l'on essaie de faire, d'apporter dans le secteur, c'est qu'on se concentre sur l'apprentissage collectif et la responsabilisation collective, mais en mettant davantage d'accent sur l'apprentissage. Prochaine page. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, mais vous connaissez peut-être ceci, c'est le cycle de planification du programme et de l'évaluation. Alors, prochaine page, je vais vous montrer ceci. Bon, c'est un cycle, ce n'est pas un processus linéaire et sur papier, ça semble simple et clair, mais en réalité, quand on commence à opérer ce travail sur le terrain, c'est beaucoup plus désordonné que cet organigramme qu'on voit ici, que ce cycle. Alors, ce cycle peut euh, vous aider, ça sert de boussole pour vous. Alors, vous pouvez commencer par l'analyse des besoins et des atouts, et ensuite vous passez à droite, vous passez à la conception du programme, ensuite vous évaluez la conception ou les outils de collecte de données. Ce sont les étapes de planification dans tout projet, petit ou grand. C'est le cycle
par lequel on commence. On commence par l'évaluation des besoins. Et ça doit être fait au début. Ensuite, quels sont les atouts existants dans la communauté, auprès des gens avec lesquels on va travailler, qu'on peut ou- utiliser pour aborder les besoins ou les enjeux. Ensuite, nous proposerions une intervention ou des mesures de prévention comme un programme et nous ferions une conception de ce programme collectivement avec nos intervenants clés. Et ensuite, nous ferions l'évaluation de la conception. Et ensuite, nous concentrer sur les outils de collecte de données pour qu'on ait des outils pour obtenir des données et produire des rapports. Alors, ça, c'est le plan. Donc, tout ça doit se dérouler avant même qu'on ait mis en œuvre le programme. Et parfois, l'évaluation, c'est quelque chose qu'on fait après coup, mais ce travail doit être fait en amont. Alors, quand on commence le programme, on peut commencer à recueillir des données, à les analyser. Ça, c'est utile. Ça nous aide à améliorer le programme, à apprendre et à être responsable. Ça sert nos devoirs de responsabilisation. Et ensuite, on recueille des données, on analyse ces données et euh, en fait, on continue de collaborer avec les intervenants et ensuite, on présente les résultats des évaluations, on prend une décision et on recommence à la case départ. Donc, c'est un cycle. L'autre chose que je dois mentionner, c'est que si, en général, on se penche sur ce que les bailleurs de fonds nous demandent dans les formulaires de demande ou ce sont des... C'est le type de questions qu'ils vous demandent. Quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quels sont les atouts de la communauté? Ensuite, qu'est-ce qu'on propose? Et comment est-ce qu'on saura si ce que l'on propose fonctionnera? Alors, c'est déjà dans leur formulaire de demande quand on présente le projet. Et ensuite, ils vous demandent évidemment de présenter les résultats de votre projet. Les résultats en matière de façon quantitative, mais aussi qualitative, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé après votre projet. Donc, ce cycle est toujours le même. Le processus de planification et de conception est toujours le même. Et c'est ce que les bailleurs de fonds et les organismes qui fournissent des fonds demandent, justement. I think that there might be another slide. Yeah, so I Il y a think, peut-être une autre page, oui. again, very briefly, that if you want to simplify, what's measured in evaluation. Alors, en bref, si vous voulez simplifier les tâches de mesure, eh bien, en fait, pour simplifier la chose, et je trouve ça très utile, c'est que dans le travail que vous faites quelque chose. Donc, posez-vous la question, combien est-ce que nous avons fait dans la portée du travail? Ensuite, euh, quels ont été nos résultats? Est-ce qu'on a bien fait le travail et dans quelle mesure? Alors ça peut être vu du point de vue de l'organisation qui a ses propres normes sur ce qu'est un service de bonne qualité, etc. Et ensuite, la troisième question, c'est la situation de ceux que nous servons s'est-elle améliorée? Alors, après ce travail que l'on fait, est-ce que ces gens sont dans une meilleure situation ou meilleures conditions qu'avant? Alors, ce sont les trois questions que vous devez poser dans vos projets de mesure, d'évaluation. Donc, si nous basons notre travail sur les intervenants que nous servons et nous nous axons sur le travail de terrain, nous pouvons commencer à opérer cette transition entre l'accent sur la responsabilisation vers une, une concentration sur l'apprentissage. Mais ce faisant, évidemment, nous allons toujours très bien répondre aux besoins et aux exigences des bailleurs de fonds et des gouvernements. Donc, ça nous permettra d'apprendre et de trouver d'autres façons prometteuses de faire les choses. Et c'est un apprentissage collectif et, et également, c'est une transformation du travail qu'on fait dans la communauté. Alors, j'aimerais maintenant faire entrer en scène mes collègues.
Catherine et Olivia, And I think maybe we can start with Catherine. on peut commencer par We are Catherine asking this question in terms of et je vous poserai cette monitoring development, question. Parlez-nous I can un peu de votre ask this projet question later on. But et what nous does aurons it une mean discussion plus when tard, you're mais thinking about the work that you've done in the project? que signifie l'évaluation pour vous dans le cadre de votre projet, dans le cadre du travail que vous avez fait? From Et evaluation qu'est-ce que vous avez when you're appris thinking about the de work vos that you've done? évaluations? So if you can tell us a little bit about Alors, giving us a little bit dites-nous-en of a guide. davantage sur votre projet et l'évaluation pour vous, Catherine. Merci, Jonathan. Vous nous avez donné une très belle explication de la valeur de l'évaluation et j'aurais bien aimé avoir cette définition en commençant le projet. Alors, j'aimerais vous présenter notre projet. Je vais afficher mon écran. So, a little while ago, probably the end of 2020, Il y a un we certain temps, vers 2020, vers la fin de 2020, on se demandait ce qu'on devrait faire euh, pour augmenter la confiance dans notre quartier, au primaire, au secondaire. Et une ressource avait été créée en 2013, une ressource qui était excellente, mais les stocks étaient épuisés. Le livre n'était plus trouvable et on trouvait que c'était une bonne idée parce que dans la pandémie, on prenait conscience des impacts de cette pandémie sur la santé mentale des étudiants et des membres de la communauté. Alors, nous avons lancé un projet qui s'appelle maintenant Au-delà du secondaire, un guide menant à la découverte de votre parcours vers la réussite. Et c'est un projet qui a été réalisé grâce à l'initiative pour des collectivités en santé. Alors, nous avons commencé par les projets en anglais, qui se sont déroulés en anglais. Nous avons créé un livre de 80 pages en format PDF. Il est sur notre site web. Vous pouvez le lire en ligne, vous pouvez le télécharger et les liens dans le PDF sont actifs. Si vous le téléchargez, les étudiants peuvent y scanner les codes QR pour euh, être dirigés vers d'autres sources. Et nos étudiants du secondaire ont été des réviseurs dans ce projet et c'était une façon pour nous de mener une opération d'évaluation, c'est-à-dire de prendre le pouls de nos membres, de nos participants. Donc, ils nous disaient qu'on devait créer un livre de travail sur lequel, ou un cahier de travail sur lequel on pouvait écrire au crayon ou écrire des réponses, des notes. On voulait répondre aux besoins de tous les apprenants. Alors, pour vous expliquer cette ressource, eh bien, il y a une section sur le besoin pour les enfants d'en apprendre davantage sur eux, leurs forces, leurs faiblesses. Et on a découvert que c'était la première étape pour que les jeunes soient conscients d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux. La deuxième partie parle des possibilités après le secondaire et elle comprend de l'information, de l'information sur des tendances de carrière, des explications en la matière et de l'information sur l'établissement de budget et les aides financières offertes aux jeunes. Ensuite, prochaine section, il y a de l'information pour les jeunes entrepreneurs. Il y a également une section sur le mentorat, le réseautage et les possibilités de travail expérientiel à la section 4, au chapitre 4. C'est une des raisons pour lesquelles on voulait créer ce livre, c'est d'offrir plus d'informations aux jeunes. Même avant la pandémie, on avait entendu dire que la santé mentale se portait mal dans notre domaine et on a voulu, vous avez sûrement une très bonne idée de ce qui se trouve dans cette ressource et du fait que la santé mentale est un aspect très important de la vie. Alors, Jonathan, vous avez parlé d'évaluation.
Donc, je vous demande d'être très critique. Vous allez rencontrer notre groupe plus tard et vous allez parler de comment on peut mesurer combien de jeunes prennent des décisions transformationnelles en utilisant cette ressource dans notre domaine. À l'heure actuelle, on peut savoir combien de personnes ont téléchargé le livre, combien de personnes l'ont lu, combien de personnes y ont eu accès, mais on veut que ce livre passe des mains des jeunes aux autres membres de la famille et on veut aider ces jeunes à prendre des décisions éclairées après le secondaire. Donc, ça résume notre projet ainsi que l'aspect évaluatif du projet. Il y a peut-être des gens qui ont des questions semblables aux miennes, alors je vais demander à Olivia de parler de son projet et ensuite on reparlera de votre projet. Peut-être que les deux projets se ressemblent et susciteront les mêmes questions. Alors, Olivia, la parole est à vous. Bonjour, merci. Je suis content d'être ici. Quelle excellente façon de présenter mon sujet. J'aurais bien aimé aussi entendre votre présentation avant de proposer mon projet. Alors, ici à Brandon, nous travaillons avec une épicerie et les choses ont changé depuis que j'ai présenté le projet. Nous avons créé le programme Everyone Eats. Donc, c'est un programme qui travaille en collaboration avec Seconde Moisson, un organisme national qui fournit des aliments aux populations défavorisées. Et on voulait récupérer des aliments qui allaient être jetés et les rendre accessibles à la population qu'on voulait desservir, mais tout en couvrant certains frais des employés, transport, etc., des frais qui n'étaient pas assumés par Seconde Moisson. Alors, nous voulions une solution et c'est cette épicerie Everyone Eats qui a été la solution. Au début, nous voulions un modèle payer ce que vous pouvez, mais ensuite, nous avons fait une transition, ça a évolué et nous avons établi des prix pour effacer la confusion. C'est mêlant de ne pas savoir quel est le prix. Donc, on a changé les choses et changé le projet. Alors, nous avions des prix fixes. Alors, nous avons ouvert en décembre 2021 dans le coin d'une épicerie et nous avons maintenant notre espace au centre-ville de Brandon. C'est une épicerie en règle depuis mai 2022. Alors, nous avons un rabais d'à peu près 75% sur les aliments et nous donnons des occasions de formation et nous embauchons justement des membres de la communauté défavorisée. Alors, nous payons un salaire, nous leur donnons des formations pour se trouver un logement, par sur une entreprise. Nous avons plusieurs projets de formation. Alors, notre but, c'était de récupérer 10 000 livres d'aliments par mois et nous avons dépassé largement cet objectif, ce qui est exceptionnel. Et nous avons une toute petite épicerie. C'est incroyable qu'on ait pu récupérer autant d'aliments et les amener à Brandon, un petit village de 50 000 habitants au Manitoba. Et nous avons d'ailleurs réussi à sauver un camion de 10 roues qui contenait des dizaines de milliers d'œufs. Alors, c'était en plein milieu de février. On était sur le coin de la rue et on distribuait ces œufs depuis notre entrepôt. Et nous avons une équipe passionnée et qui veut aider les gens et résoudre des problèmes. Alors, nous faisons tout en notre pouvoir pour que ce projet fonctionne et qu'il aide des gens. Et les gens qui arrivent à Brandon les gens qui viennent à Brandon pour venir à l'épicerie, des gens qui vivent au centre-ville, qui viennent nous voir également et on
réserve des aliments pour des banques alimentaires, la soupe populaire également à Brandon. Ce sont des choses assez populaires. Et parlons d'évaluation maintenant, quand on se demandait comment on allait mesurer la réussite de ce programme, il consistait en décider en deux choses. Alors, soit notre but, c'est de nourrir les gens, soit c'est de sauver des aliments. Et c'est un dilemme. Tout le monde veut sauver les gens, oui, mais si notre but était de nourrir les gens, on devenait une banque alimentaire parce qu'on donnait des aliments. Et on ne servait que les gens qui venaient chercher des aliments gratuits. Et les gens qui ne viennent pas aux banques alimentaires, pour plein de raisons, ils ont honte, stigmatisés, ne viendraient pas à notre épicerie. Alors, en se concentrant davantage sur la récupération d'aliments, on peut rejoindre les gens qui ne vont pas aux banques alimentaires, les gens qui ont besoin d'aide, et en effaçant la stigmatisation. euh, notre façon de mesurer notre réussite, c'est de récupérer le plus d'aliments possible. Alors, notre projet a très bien fonctionné. Fantastic projects, and I have to admit that C'est un projet exceptionnel. Et j'ai travaillé avec bon nombre de personnes qui ont décidé de faire évoluer le but de leur projet pour des raisons en fait, systémiques. Ils ont changé la nature de leur projet pour avoir des résultats plus probants, comme vous. Quand on parle d'évaluation, on est conditionné à considérer l'évaluation comme un système où quelqu'un se penche sur notre travail, quelqu'un nous regarde et nous évalue. Et il juge ce que l'on fait, juge nos processus, juge nos plans. Ça, je crois que c'est important de s'éloigner de ce modèle parce que le travail qui se fait dans la communauté, c'est là que le travail doit être fait. Et les gens dans la communauté travaillent sur place et qui sont sur place comprennent collectivement ce qu'il est nécessaire pour apporter des changements. and the society in general. So it's also important to scope. Alors, c'était également important d'établir une portée de l'évaluation. So how do the work that you've done actually help Comment le travail que vous avez fait aide le projet à aller au-delà et aider les intervenants. Donc, il y a certaines choses que l'on fait dans le cadre du travail que l'on fait, soit que ce soit dans le cycle de financement ou dans la durée qu'on passe à faire ces tâches. Donc, les résultats que le projet est censé accomplir et ce que ces accomplissements contribuent à la société sont des éléments importants parce qu'il y a plusieurs facteurs et intervenants qui ont un effet sur tout ça. Alors, il est important de ne pas se tenir responsable de réaliser quelque chose qui est hors de notre portée. Le travail que vous faites pour soutenir les élèves du secondaire dépend de nombreux autres facteurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Alors, c'est important dans notre processus de planification d'être très réaliste et pratique et de déterminer ce qui est sous notre contrôle. Et ensuite, à quoi ça contribue? Alors, dans votre cas, l'accès à l'information aidera les gens à prendre des décisions éclairées. Et ça contribue à la transformation du changement. Et dans le cadre du travail d'Olivia, on a parlé de la façon dont ça peut apporter des effets positifs. Vous avez parlé de sécurité alimentaire, changement climatique et de responsabilité climatique. Donc, je crois que c'est dans la conception qu'on doit travailler avec les bailleurs de fonds et les gens qui nous soutiennent et reformuler ce qui est réaliste. La quantité de financement, la quantité de ressources que l'on va mettre dans le travail vont donner quoi? Il faut être réaliste. Alors, il faut déterminer les résultats à court terme
sur la durée de vie du projet, mais aussi les résultats à long terme, au-delà du projet. Il faut se concentrer sur la contribution, non l'attribution. Il y a beaucoup de gens qui avaient cette question. Je crois que je l'ai entendue plusieurs fois dans ma carrière. Même si vous n'êtes pas formé en évaluation, c'est logique qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous. Et ça, c'est par exemple la contribution de nombreux autres intervenants, y compris les politiciens qui prennent des décisions. Donc, la clé, c'est d'établir des liens. Quel est le lien entre mon travail? Quelle est la relation de mon travail et les impacts les plus généraux, alors, qui vont au-delà de mon travail. Alors, vous avez dit toutes les deux que vous auriez aimé savoir ce qu'on a appris aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans mes 20 ans de carrière. Et moi aussi, je l'ai vu quand je travaillais aux premières lignes. Et oui, vous auriez aimé le savoir. Et on constate que parfois, on doit faire une transition collective, de façon collective dans le secteur. Quand les bailleurs de fonds nous demandent de produire des rapports sur les résultats découlant des 25 000 $ qu'ils ont fournis. Ça, en fait, ils exagèrent. Donc, à moins qu'on demande collectivement ou qu'on énonce collectivement, voici le problème auquel fait face notre communauté. Et si on se demande ce qu'il est nécessaire pour changer cette situation, eh bien, ce n'est plus une question d'argent. Ça devient une question de ce que ça prend. Pas, non seulement en termes de ressources, mais de façon de travailler et de changement. Donc, vous n'êtes pas seul. Et dans mes 20 ans de carrière, j'ai constaté que très peu d'organisations ont la capacité de planifier leur capacité en amont de leur projet. Et les organisations locales n'ont pas, en fait, ont des connaissances. Parfois, n'ont pas les ressources, mais elles ont les connaissances. Alors, cette initiative pour des collectivités en santé, pour moi, pour d'autres, a été une révélation. Ça nous a montré des projets impressionnants et j'espère qu'on pourra soutenir davantage de ces projets pour continuer le travail. Mais nous devons tous et toutes nous asseoir et dire, voici ce qui est réaliste, ce que l'on peut réalistiquement faire avec les ressources que nous avons. Voici les défis pour la communauté et quel genre de changement doit-on apporter et comment pouvons-nous, de façon réaliste, réaliser des résultats significatifs et sinon, comment peut-on apprendre pour opérer cette transition pour ensuite faire une différence à l'avenir? Ensuite, il faut relier ça à notre mission d'organisation ou de groupe et relier ça au changement plus global. Alors, si on peut faire ça, on sera dans une meilleure situation, en meilleure posture pour parler de l'évaluation de façon significative. Je crois que nous avons un peu de temps avec nos invités avant de repasser la parole à Naomi. Avez-vous parlé des choses que vous avez apprises dans le processus d'évaluation initiale, tant petite que grande, et comment vous pouvez les utiliser dans le travail de votre organisation pour faire progresser l'évaluation, mais aussi vous avez besoin quelles sont les autres choses dont vous avez besoin pour que l'évaluation soit importante pour vous dans le travail que vous faites et utile?
ready, if you can respond to that. Si Or we vous can êtes open prête, vous pouvez commencer, allez-y. Qui veut briser la glace? So what are your thoughts? I can say, Jonathan, that our group really benefited. Je dirais que notre groupe a tiré grand parti d'une collaboration avec les personnes qui ont lu le livre et ça a changé le cours des choses. Suggestions from youth that will make our output. Les suggestions des jeunes ont rendu notre projet beaucoup plus utile pour les jeunes. Et si c'est utile, eh bien, ça nous permet d'aller à la prochaine étape, ce dont vous parlez. To post-secondary education students and to high school students. On a parlé à des étudiants aux études postsecondaires, aux étudiants secondaires, qui avaient une très bonne idée de ce à quoi ils s'attendaient de la part de nous en termes de ressources. Merveilleux. Olivia? So I'm pretty happy with the evaluation metrics that we went into Je suis this. très content des mesures d'évaluation que nous avons utilisées. Il y a eu des transitions, des changements dans le projet, mais les résultats n'ont pas changé. Donc, je dirais que nous avons réussi à garder le cap sur nos valeurs essentielles. Et maintenant, la prochaine étape, c'est d'ouvrir d'autres épiceries partout au Manitoba et d'élargir notre offre de services. Donc, nous recevons les envois d'aliments vers le jeudi. Donc, nous avons la fin de semaine pour entreposer la nourriture. Et nous allons recevoir des chambres froides pour conserver les aliments. Et nous voulons maintenant pouvoir dater des aliments sur place. Et nous avons besoin de personnes qui ont des ressources, des gens qui savent utiliser ou préparer les aliments. Donc, nous voulons avoir une cuisine sur place où des gens pourront valoriser les aliments et nous pourrons ensuite produire des repas préparés. Nous pourrons les vendre dans l'épicerie. Donc, ça nous permettra de dégager des fonds également. Et nous voulons aussi commencer à obtenir des dons alimentaires de la communauté, ce qui est exceptionnel parce que nous avons commencé à le faire. C'est exceptionnel parce que nous pouvons maintenant offrir des aliments à des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de la nourriture. Et il y a des agriculteurs maintenant qui nous donnent des aliments. Alors, ça, c'est fantastique. C'est des produits frais qui sont remis à la collectivité la plus vulnérable. Oui, c'est très intéressant. Nous allons passer la période des questions. En fait, nous allons passer la parole à Naomi. Hello. Thank you, Jonathan. That was Bonjour, amazing. merci Jonathan, merci Catherine et Olivia. Merci de nous faire part de vos projets. J'ai quelques questions de la part de l'auditoire et je vous laisse y répondre comme vous le voulez. Là. De Wendy Keats, elle dit que les évaluations organisationnelles font également partie du processus. C'est également un élément critique du programme d'évaluation. Donc, selon vous, comment s'inscrit l'évaluation organisationnelle dans le processus d'évaluation? Et dans un autre ordre d'idée, mais sur le même sujet, en fait, je garde cette question pour à la suite. So maybe since you're leading organizations, maybe I'll let both Catherine Puisque and Olivia go first. je vais demander à Catherine et Olivia répondre à cette question. Ensuite, je vous donnerai mon point de vue. Catherine, you want to go first or I'm going to take this one? You go Catherine, ahead. voulez-vous y aller ou vous me laissez? Non, je vous laisse commencer, Olivia, merci. Yeah, absolutely. Organizational evaluation. So like staffing. Oui, l'évaluation organisationnelle, oui, les évaluations du personnel, des bénévoles. Oui, moi, j'ai une approche pratique. Je ne fais pas de micro-gestion, mais je dirais que tous mes employés bénévoles sont mes amis. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des gens qui viennent au travail et
on dîne ensemble. Alors, avoir cette culture, ce n'est pas seulement de l'évaluation, mais l'idée, c'est de créer une culture axée sur la communauté, axée sur les gens. Alors, quand vous aidez les gens en leur donnant de la formation, ils ne veulent pas s'en aller, et vous leur demandez pourquoi, mais c'est très beau avoir cette croissance personnelle qu'ils font et de faire partie de ce projet. On n'a jamais eu de problème de rétention parce qu'on est en pleine croissance. C'est une croissance planifiée aussi, mais on est toujours en croissance. Alors, nous avons une excellente culture et nous avons une boîte à suggestions où on reçoit également des plaintes des clients. Et on reçoit beaucoup de commentaires sur Facebook. Catherine, je crois que vous utilisez également les médias sociaux, mais nous avons beaucoup de commentaires sur Facebook, beaucoup de gens qui ont communiqué avec nous. C'est d'une proportion astronomique. Alors, on est très reconnaissant et on était capable de répondre aux gens. Et on a pu présenter notre projet davantage sur Facebook, expliquant aux gens qu'on prenait des aliments des banques alimentaires et c'était merveilleux. Dans notre organisation, nous avons un modèle collaboratif. Alors, je suis la seule employée et nous avons environ 20 membres, un comité directeur de 20 membres qui font beaucoup de travail bénévole. Alors, nos évaluations portent sur nos projets et tous les 3 ans, nous faisons une évaluation de la marche générale des choses. Sommes-nous sur la bonne voie avec la communauté? Alors, nous avons des consultations communautaires qui qui auront lieu au début de 2023. Ça nous permettra de nous assurer que nous atteignons les objectifs appropriés pour la communauté. Ça nous aide également à avoir plus de visibilité dans la communauté. Oui, et je crois que Olivia et Catherine ont bien résumé la chose. Et ce que j'ai à dire, c'est que c'est un processus continu. Le travail d'une organisation du point de vue des ressources humaines, l'aspect financier, les communications, faites tout ce que vous faites, ça améliore le projet ou la machine. Donc, le processus est le même, c'est juste que le centre d'attention de l'évaluation va être plus vaste lorsque vous faites une évaluation globale d'une entreprise entière. Sorry, I made the faux pas of leaving my mute on. But both, all of you gave Oui, great je n'avais pas allumé mon micro. Alors, merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir fait part de ça. Et en fait, il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. Et ça parle sur le dilemme entre l'évaluation qualitative ou quantitative. Est-ce que vous prenez une des deux approches, évaluation quantitative, qualitative? Est-ce que vous évaluez les deux? Est-ce que vous utilisez des témoignages? Comment est-ce que vous faites ce genre d'évaluation? Moi, je vous dirais simplement que et ensuite, j'inviterai mes collègues à faire part de leur expérience. Je crois qu'il y a dans le domaine de l'évaluation, de la recherche sur l'évaluation, une tendance vers l'évaluation quantitative davantage que l'évaluation qualitative, parce qu'on présume que l'évaluation quantitative est plus objective. Alors, voici mon point de vue, c'est que il n'y a rien d'objectif. L'objectivité n'existe pas. Tout ce qui passe par le point de vue d'une personne, d'un groupe, c'est objectif. Ce n'est pas objectif. Ça ne peut pas l'être parce qu'on utilise nos points de vue, nos connaissances, notre expérience. Donc, l'objectivité n'existe pas. Et on doit se concentrer sur la communauté et ce qui est important. Je crois que les deux sont importants. On doit mesurer, évaluer les choses du point de vue quantitatif, mais qualitatif également, parce que le qualitatif peut parfois être plus puissant et utile pour la communauté parce que c'est là qu'on raconte l'histoire, qu'on noue des liens, qu'on établit des liens entre certains éléments, qu'on recoupe, qu'on fait des compréhensions par triangulation, des croisements. Donc, l'aspect qualitatif
va main dans la main avec l'aspect qualitatif. Oui, en fait, nous, on fait des évaluations des deux sortes. Donc, la transaction moyenne, c'est 9 $. Ça donne 3 sacs d'épicerie. Nous avons une file d'attente qui peut durer de 30 minutes à 45 minutes avant l'ouverture. On pourrait dire, oui, nous avons beaucoup de transactions, mais et en ayant de gros chiffres comme ça, oui, du point de vue quantitatif, nous avons des chiffres élevés, mais nous évaluons la chose qualitativement également. Nous, c'est la même chose. Nous misons sur les deux. Et vous parlez de l'histoire, de la narration derrière les chiffres. C'est l'aspect qualitatif de l'évaluation. Et nous comptons le nombre de personnes qui utilisent la ressource et qui la présentent à des jeunes et à des familles. C'est l'aspect quantitatif de notre évaluation. Et nous espérons que les gens qui bénéficieront de la ressource pourront nous faire part de leur histoire et nous expliqueront nous expliquent comment ils ont pris les décisions qu'ils ont prises. C'est l'aspect qualitatif de notre évaluation. Merci. J'aurais dû le dire au début. Jonathan, pouvez-vous faire la distinction entre l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative? Oui, l'évaluation quantitative, en fait, ça peut être la même question. Si je dis, par exemple, euh, on peut avoir, par exemple, un choix où les gens indiquent leur degré de satisfaction après avoir participé à un programme. Mais ensuite, leur demander en fait, s'ils sont très contents ou neutres. Ça, c'est une case à cocher. C'est quantitatif. Mais si on leur demande de développer, d'expliquer, ça, c'est qualitatif. Et par ces questions ouvertes, vous allez avoir plus d'informations. Vous allez apprendre davantage d'informations sur la façon dont ils se sont sentis, comment ils ont été traités dans le programme. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité dans l'environnement du programme? Est-ce qu'ils ont réussi à établir des liens, nouer des liens avec d'autres membres? Donc, si les gens disent, bon, excellent, bon, passable, ils cochent la case excellent, ça, c'est quantitatif. Mais la différence avec l'évaluation qualitative, c'est que la qualitative nous donne des informations beaucoup plus riches. Je ne veux pas donner l'impression que je m'intéresse davantage, que je mise davantage sur l'évaluation qualitative, mais les deux sont importants. La raison pour laquelle c'est important, l'aspect qualitatif de l'évaluation, c'est quand je pense à mes bénévoles et les gens qui viennent à l'épicerie. En fait, ce projet est très important pour eux. J'étais à l'épicerie hier, il y a une dame qui est entrée, elle a dit, vous savez, c'est vous qui me permettez de continuer. Et je reçois vos notifications sur ma page Facebook. Sinon, je dois décider entre mes médicaments et la nourriture. Est-ce que je prends mes médicaments ou je mange? Donc, nous avons ces histoires personnelles là-dessus et nous avons l'équipe de quelques fils de messages textes avec les bénévoles, avec l'exécutif, avec les employés. Mais on reste en contact et c'est ça qui nous permet de continuer d'avoir de l'information à propos, l'information riche et importante. Oui, je crois que tout le monde a donné des perspectives très intéressantes aujourd'hui et je crois qu'on comprend mieux le processus d'évaluation. Et il faut, comme vous dites, repenser ce processus. Une dernière chose, nous avons reçu des questions dans le chat. Nous allons vous répondre après la séance. Mais je vous demanderai de nous dire vos commentaires de conclusion. Oui, il y a une chose que je veux dire, c'est que on doit concevoir l'évaluation du point de vue euh, du praticien. Donc, l'aspect le plus puissant de la chose, c'est de regarder les choses du point de vue
Et lorsque c'est le praticien, la personne qui exécute le travail, qui réfléchit à cette évaluation, qui la développe, c'est là que l'évaluation est à son comble, c'est là qu'elle est la plus efficace. Oui. Et pour placer votre projet, il faut placer votre projet dans l'ensemble des choses. Pensez au monde entier et aux choses que vous voulez changer. Que fait votre projet pour accomplir cette amélioration de la planète, du monde entier? Quelle est votre portée? Et ainsi, vous savez où vous allez. Vous avez une trajectoire. Donc, ça vous permet de mettre les choses en perspective. Et pour faire du pouce sur ce qu'a dit Olivia, notre comité de direction sait qu'on travaille pour le bien de Westminster, Mississauga. Mais il s'intéresse aussi à comment on peut aider le reste de la population de l'Ontario ou du Canada. Ça fait partie du point de vue de notre comité d'orientation. Merci pour cette conclusion très puissante. Et nous n'avons plus de temps, donc je vais mettre fin à la séance. Alors, merci, Jonathan, d'avoir animé cette séance. Vous êtes exceptionnel. Vous avez beaucoup de choses très intéressantes pour nous. Merci à Olivia et Catherine de nous avoir fait part de votre expérience et vos perspectives. Donc, on aime toujours entendre, recevoir et entendre les gens qui ont mené à bien ces projets. Et une dernière chose d'aspect technique, avant que je mette un terme à la séance, dans le but de continuer à apprendre et améliorer ces séances, il serait formidable que vous répondiez à un court sondage pour nous donner vos commentaires. Nous publions les liens en anglais et français vers le sondage dans le chat et nous en ferons part des résultats dans un courriel de suivi. En fait, vous recevez le lien vers le sondage dans le chat. Nous vous promettons qu'il ne faudra que 3 minutes pour y répondre. C'est facile et ce sera très utile. Alors, nous souhaitons vous dire que la séance a été enregistrée et que le lien vers l'enregistrement de la séance sera publié par courriel. Vous le recevez par courriel. Et enfin, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre site web national sur la création de lieux dont la mise en ligne est prévue le vendredi 23 septembre. Alors, vous recevrez le lien dans le chat. Il est ici dans le chat et il n'est pas encore prêt, mais en fait, dans quelques jours, le lien sera actif. Vous pourrez cliquer dessus et vous rendre sur notre nouveau site web. Alors, nous espérons que vous avez apprécié la séance. Merci d'avoir été des nôtres et nous avons hâte de vous voir. Nous espérons vous voir à la prochaine séance.